attraper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. Yo, c'est Chilla, retrouve mon interview sur Rap Elite. Big up! Ça c'est putain, c'est compliqué cette question aussi. Hein. Vas-y, mais c'est bien, moi j'adore Rap Elite. Gros big up à vous pour vos questions recherchées. Chilla, ça va? Ça va, tranquille, bien contente d'être là avec vous. Installé? Ouais, on est chill dans ce petit... Au calme, Ouais. calme. On va faire avec toi notre concept Vous saurez tout sur, Yes? pour que les internautes, pour que ta fanbase te connaisse un peu plus. Ok. On va parler de toi, mais aussi de ton projet Karma, ton Ouais. EP digital qui est dans les bacs le 10 novembre. Ouais, Donc on va commencer par toi déjà. yes, ça marche. Si tu devais définir ta meilleure qualité. Ma meilleure qualité, je dirais que ce serait la loyauté. La loyauté envers les amis, c'est ça? Ou de façon Ouais, générale? de façon générale. Amis, travail, famille, amour. Ouais, tout réuni. Ton plus gros défaut? Mon plus gros défaut, je dirais que ce serait le fait d'être maladroite. Je suis très maladroite tout le temps, toute la journée. Je fais tomber des trucs tout le temps. Mais franchement, hein, c'est limite pathologique. Le manque de confiance en soi sur certaines choses. Ah ouais, sur quoi par Ouais. exemple? Ah, je vais pas vous dévoiler tous Dis-nous mes tout, secrets. Dis-nous tout. Non, Vous saurez tout sur. par rapport à l'exposition, par exemple, tu vois. L'exposition médiatique, c'est ça? Ouais, Depuis que tu as commencé ta carrière et que le grand public et le public Ouais. rap te connaît de plus en plus, parfois tu as un peu du mal à gérer, c'est ça? ouais, tu sais, c'est difficile d'un coup d'être exposé envers plein de gens et d'avoir des retours quand à la base tu t'écris pour toi et dans ta bulle, tu vois. Ouais. C'est plutôt à ce niveau-là, c'est justement le fait de se dévoiler, tu vois, ça vient toucher un peu la confiance en soi et tout, et donc voilà. Et comment est-ce qu'on gère ça? C'est-à-dire que les commentaires et les remarques des gens pouvaient un peu te toucher au début? Ouais, il y a une période, ouais, forcément. T'étais sur Ceux le qui toit, disent, avec ceux les qui commentaires. disent le contraire diront, enfin, ce sera Ouais. faux. Hein. Non, faut apprendre à avoir du recul, en fait. Je pense qu'il faut apprendre à plus regarder les commentaires ou alors avec un autre œil. Enfin voilà, faut apprendre qu'il y a de tout sur Internet et que forcément, quand t'es sujet à la critique, faut apprendre à vivre avec. Et si tu devais te définir en 3 mots? Je dirais que je suis travailleuse, ambitieuse et passionnée, surtout. Ouais, ça c'est... Pour ne pas citer les défauts, hein. C'est Ouais, mieux de là, se t'es mettre en resté valeur. là, tu bien te vends, sûr. là. Il y a un projet Bien avant, tu te sûr. vends. Il est l'heure de prendre confiance en soi, tu comprends? C'est la transition, bien sûr. C'est vrai qu'en tant que passionné, il me semble que tu es issu d'une famille de musiciens. Ouais, Et carrément. tu as fait du violon très tôt, il me semble Ouais. aussi, c'est ça? Donc c'est vrai que toi, t'es pas tombé dans la musique par hasard comme certains, tu en as toujours fait, plus ou moins. Ouais. Dans le système musical, hein. Carrément, j'ai commencé le violon à 6 ans. Mon père était pianiste, ma mère jouait un peu de guitare à l'époque. Et voilà, ouais, j'ai commencé tôt et j'ai eu la chance d'avoir des parents qui étaient complètement mélomanes et qui du coup m'ont fait écouter de tout et très tôt. Et c'est ce qui m'a fait vibrer dès les premiers instants et jusqu'à aujourd'hui. Ouais. Et après, t'as arrêté le violon, pourquoi un peu? Trop de Grosse rigueur? rupture, ouais, c'est bon, j'en pouvais plus de la rigueur. Tu sais, en fait, toute la rigueur que ça impliquait, d'être au conservatoire, de devoir passer des examens, lorsque les notes se transforment en chiffres, que tu commences à devoir théoriser tout ça et tout, franchement, c'est compliqué, c'était lourd, parce que du coup, ça a enlevé tout l'aspect spontané et tout l'aspect créatif que j'aimais dans la musique, tu vois. Et j'arrivais plus à kiffer mon instrument, en fait. Mais j'espère le reprendre par la suite et justement l'aménager avec mon nouvel univers et un jour sur scène peut-être faire 2-3 petits cadeaux. Ouais, bien sûr. C'était vraiment un cursus top qui m'a beaucoup apporté, mais je pense que j'ai eu la rupture à 18 ans, tu vois, une fois que c'est l'heure de enfin réfléchir à ce que tu as envie de faire. C'est là où je me suis dit non, j'ai pas envie que la musique ce soit une contrainte. J'ai vraiment envie de la vivre et si ça devient une contrainte, bah, que ce soit quand même du côté cool de la chose et que je prenne vraiment du plaisir à pouvoir m'exprimer comme j'en ai envie et pas qu'on me cadre. Mais là, d'une certaine façon, tu es un peu une artiste avec un statut entre guillemets professionnel. Ouais. On pourrait dire, donc il n'y a pas de contrainte aussi? Si, justement, c'est ça que je te dis, c'est que Actuellement. là, je suis arrivée à un stade où forcément, ça peut plus être une passion juste à proprement parler et j'écris chez moi et je m'en tiens à ça, tu vois. Là, il y a des contraintes, mais c'est un plaisir de le faire parce que
parce que c'est moi qui m'impose ces contraintes-là pour avancer. Voilà, ces contraintes. Et puis, bien sûr, il y a le milieu qui t'impose aussi également des contraintes. Mais le fait que c'est moi qui ai choisi de faire du rap, que ce soit mon écriture, que ce soit moi qui choisis mes mélodies, pour moi, c'est ce qu'il fallait, tu vois. Et à l'inverse du violon, où là, tu as des partitions, j'arrivais pas à aller plus loin que la partition et à jouer les morceaux des autres. Donc, en fait, voilà. là, tu as une certaine liberté artistique, si Carrément, on résume bien. Carrément. Ok, d'accord. C'est ça qui est cool. D'accord. Et en parlant de tes parents, ouais. Si tu pouvais nous dire une chose, la chose la plus touchante qu'ils ont fait pour toi. Je pense que ce serait tous les voyages qu'on a fait. Enfin, pour moi, c'est ce qui m'a le plus touchée. C'est là où j'ai compris vraiment, où j'ai pu découvrir la vie, le monde, et faire ça en famille. En plus, tu vois, forcément, ça apporte beaucoup d'un point de vue émotionnel. Donc, je pense tous les voyages qui m'ont permis de faire dans ma jeunesse. Ça m'a permis d'affronter, tu vois, d'autres cultures, justement de découvrir des nouvelles cultures, de découvrir des nouveaux paysages, de découvrir des langues, des personnes, des façons de vivre, tu vois. Et c'est vrai que pour moi, c'est ce qui a le plus enrichi ma vie, tu vois, au-delà de la musique et des liens amicaux ou familiales, tu vois. C'est vraiment le voyage qui m'a donné envie de voir plus loin, en fait. D'ailleurs, en parlant de ton début de carrière, on va parler de musique. C'est Big Flo et Oli qui t'ont invité à leur Planet Rap. De là, Tefa t'a repéré. Ouais. Aujourd'hui, quand tu croises Big Flo et Oli, qu'est-ce que tu leur dis? Je leur dis bien, ça va ou quoi? Ouais, ça va ou quoi? Non, franchement, je manque jamais de leur rappeler justement à quel point ce moment-là m'a donné de la force pour la suite, tu vois. Et voilà, on est en bon terme, tu vois. C'est les potos, quand on se voit, on se parle de nos carrières respectives, comment ça avance. Eux, en plus, je sais qu'ils suivent de près ce que je fais et qui me donnent tout le temps de la force pour me dire ouais, t'inquiète si t'as besoin. Que là on partage un truc ou quoi, n'hésite pas, tu vois, donc c'est super cool de leur part. C'est fou parce que vous n'avez pas forcément des univers musicaux communs, mais ils ont apprécié ce que tu as fait à leur première partie à un de leurs concerts. Ouais. Et le feeling est passé, comme quoi en fait vous n'avez pas besoin d'avoir des univers musicaux communs pour qu'il y ait un feeling humain qui se crée et que chacun se donne de la force en fait. Ouais, je pense que c'est le cas en général dans la vie de tous les jours, tu vois, mais là en particulier, moi j'ignorais, tu vois, avant de faire leur première partie, je connaissais Big Flo et Oli, mais je connaissais pas non plus leur musique. Je les ai vraiment découverts en concert. J'ai vu aussi l'énergie qu'ils pouvaient donner en concert. Et j'ai appris justement qu'ils avaient fait du conservatoire, tu vois. Oli il joue de la trompette, Big Flo il joue du piano, donc mine de rien, il y a quand même un truc qui... Une passion commune. Ouais, il y a la passion que... Enfin, de toute façon, je pense que la musique en général, ça rassemble les gens. Et peu importe le genre ou le moment... S'il y a une bonne vibes, tu vois, au niveau de l'humain qui se passe, c'est cool. Okay, ouais. Et quelle a été ta réaction quand Tefa t'a appelé après ce Planet Rap? J'ai été sur le cul. Alors, la première réaction, c'était « mais c'est qui ?» Tu vois, pour être honnête. Parce que du coup, je voyais plus ou moins qui c'était, mais dans la musique, j'arrivais pas à le projeter dans la musique, tu vois. J'étais vraiment plutôt du côté cinématographique de la chose, avec les 11 commandements, ou ces passages à la télé, tu vois. Et je suis allée sur Google, et là, j'ai fait « ah d'accord, il est derrière tout ça ?» Et c'est là où je me suis dit « ok, là, il y a un coup de pression d'un coup, tu vois, parce que tu te dis, c'est pas un petit producteur amateur qui m'appelle, là, c'est du sérieux. » T'en as parlé à tes parents, t'as échangé avec tes parents? Ouais, ce soir-là, j'étais rentrée à Gex, là où ma mère habite, et du coup, ouais, carrément, en gros, c'était le jour de l'anniversaire de ma mère en plus. Donc, c'était top, quoi. Direct, j'ai dit à ma mère, je lui ai expliqué par A plus B qui m'appelait et pour quelle raison. Et puis elle-même n'en croyait pas ses yeux, donc c'est lourd. C'est arrivé à une période où moi, j'étais sur le point presque d'abandonner. Ouais. Pas d'abandonner la musique, hein, mais d'abandonner mon idée de chilla, tu vois, de percer en tant que chilla, tu vois. Donc forcément, tu sais, quand t'es à deux doigts de lâcher et d'abandonner ce qui te fait le plus vibrer parce que t'as l'impression de plus avoir aucun moyen pour réussir, la honte. Mais Tefa en face qui te dit « Yo, vas-y, viens au studio, j'ai peut-être un plan de carrière pour toi. »
On va se rencontrer, savoir si on a les mêmes objectifs et si tu as la même vision que moi. Et puis finalement, parfait. En fait, c'était vraiment, entre guillemets, la chance de ta vie, entre guillemets, c'est ça? Bah, clairement. En fait, je pense que c'est la chance d'une vie pour chaque artiste qui a l'opportunité de développer sa carrière, tu vois. Ça, c'est important de le rappeler quand même. Ça arrive à peu de gens et quand ça tombe sur toi, faut vraiment le prendre à sa juste valeur. Alors là, c'est Tefa qui m'a appelé. C'était à ce moment-là. Oui, c'est arrivé au bon moment, tu vois. Parce que je pense que j'aurais peut-être pas été en mesure de moi continuer à balancer du contenu jusqu'à ce que ça arrive, tu vois. Parce que je me disais, justement, ça tombe pas sur n'importe qui, donc... Pourquoi toi, quoi? Ça sert à rien de chercher et d'essayer trop longtemps si ça prend pas avec le peu que j'avais fait, tu vois. Puis finalement, c'est cool. Et si tu devais définir une musique, unique aussi, qui te représente le plus? Donc une musique qui ne m'appartient pas et que... Ou pas, ou peut-être une musique qui t'appartient, même dans ce projet, je sais pas. Bon, là, ça fait corporate. Si ouais. Non, je dirais que... par exemple, si je dois te citer une musique qui, moi, me correspondrait le plus musicalement, ça serait les sons de IAMDDB, tu vois, comme Pose, par exemple. Pourquoi? Parce que elle fait exactement ce que j'aurais aimé réussir à faire si j'avais pu chanter en anglais, tu vois. Mais tu n'y arrives pas, t'as pas les mélos ou c'est vraiment la barrière de la langue uniquement? Je pense que c'est la barrière de la langue et les ricains, ils ont un groove, tu vois. Franchement, avec le français, pour avoir un groove... Non, c'est compliqué, c'est parce que c'est une langue dure un peu. Ouais, tu vois, c'est très saccadé, tu vois. Et c'est vrai que le groove de la langue anglaise, ça fait quand même la différence. Et ce qui fait que moi, maintenant, je suis dans un objectif où je me force un peu parfois à faire des top lines et à faire justement avec un espèce de chewing-gum anglais, tu vois, pour avoir le groove que j'aurais pas si je prends directement ma feuille et que j'écris et que du coup, je vais plus adapter le flow à mon rap, enfin aux mots que j'aurais posés sur la feuille. Je préfère parfois quand même être dans le déroulement de me dire, ok, là, je vais me forcer à faire un flow qui va un peu plus groover et à poser les mots dessus, parce que sinon je suis toujours dans un truc de... Tu sais, tu reviens sur les mêmes flows de rap français. C'est ça que je vais te poser comme question, mais comment est-ce que d'ailleurs t'équilibres rap et chant? À quel moment tu te dis, bah, là je vais rapper, là je vais chanter? Bah écoute, tu vois, il y a des sons qui vont sortir très spontanément, mais dans ces cas-là, c'est vraiment l'écriture. Enfin, en fait, quand je suis inspirée au niveau de l'écriture, je me pose pas de questions, j'écris. Et après, j'avise, tu vois. Je vois s'il y a une mélodie qui me vient, selon le flow que j'ai pris, est-ce que c'est peut-être mieux que le flow soit rappé ou... C'est hyper spontané ce processus. Mais après, tu vois, en ce moment, par exemple, je me force parfois justement à faire des top lines pour retrouver un groove et me dire, ok, là, je vais peut-être plus axer et me focaliser sur la musicalité et essayer de faire en sorte que les paroles et le fond suivent, tu vois, plutôt que de directement me focaliser sur le fond et de faire suivre la forme, tu vois. Parce qu'à force de vouloir trop dire, c'est ça. Ouais. Tu veux trop dire des choses, mais au final, exactement. on néglige la forme. Et exactement. Quand j'ai trop envie d'en dire, je me retrouve à un stade où il n'y a plus d'espace, il n'y a plus de silence par rapport à la prod, il y a trop d'infos, tu vois. Ouais, faut aérer. Et du coup, pour aérer l'info, alors comme je te dis, moi, la plupart du temps, j'écris et je fais en fonction, tu vois, parce que l'inspiration au niveau de l'écriture, elle vient pas tous les jours. Alors que l'inspiration musicale au niveau des mélodies et tout, c'est quelque chose de beaucoup plus spontané. Tu vois, comme tu disais tout à l'heure, j'ai commencé la musique à 6 ans. L'écriture, je l'ai commencé à 18 ans. Pour moi, si je devais dire ma facilité, c'est la musique avant les paroles, tu vois. Et donc, quand il y a les paroles qui viennent, forcément, ça rajoute une contrainte à la musique. Donc, pour retrouver la spontanéité musicale, je prends des fois l'accès de faire des top lines et d'écrire en fonction de ces top lines. Je pense qu'on est dans une ère où la musique et la musicalité commencent à avoir plus d'importance que le fond, mais moi je veux garder les deux. D'accord. Et si tu devais définir tes points forts et tes points faibles musicalement? Mes points forts et mes points faibles, je dirais que c'est le même. Tu vois, mon point fort, c'est mon point faible, c'est l'éclectisme. Le fait d'être éclectique. C'est vrai que quand c'est le chant et le rap. C'est vrai que quand on écoute ce projet, c'est vrai qu'on a du mal à définir un univers particulier à Chilla. C'est-à-dire que tu rappes, tu chantes, au niveau des thématiques, c'est assez large. On va te voir sur un sale chien, si j'étais un homme, il y a une certaine thématique. Sur un exil qui n'est pas sur le projet, il y a d'autres sonorités, des envies d'ailleurs, il y a un autre fond. Et sur Métro Boulot Dodo, c'est encore autre chose. Est-ce que t'es arrivé, est-ce que le défi pour toi, c'est pas aussi de te fixer? Je pense que pour moi, justement, ce projet, il montre tous les aspects de ma personnalité et justement le fait que je pars un peu dans tous les sens
Et du coup, il y a beaucoup de choix dans ce que je veux proposer musicalement. Je pense que l'objectif pour la suite, c'est justement de réussir à trouver une ligne conductrice et réussir à trouver justement ce point commun à tous les univers qui trottent dans ma tête et à tous les aspects de ma personnalité. Tu vois, le côté rappé, le côté chanté, le côté vénère, le côté doux. Enfin, il faut que j'arrive à peut-être plus me recentrer et à trouver le juste milieu entre tout ça. Mais justement, le fait de sortir un premier projet, c'est pour moi aussi un moyen d'avoir un retour et de pouvoir aussi savoir comment me rediriger aussi de sorte à ce que... Tu vois, j'ai pas envie de trop réfléchir non plus, parce qu'en vrai, moi, j'intellectualise tout. Ouais. Je suis tout le temps en train de réfléchir, de calculer, de me dire, ah là, ça. Et je pense qu'il faut que je retrouve aussi cette spontanéité. Mais la spontanéité fait que parfois, je pars dans tous les sens. Et donc, trouver le juste milieu entre le cadre et la spontanéité, c'est compliqué. Par exemple, pour les personnes qui vont regarder 2 sons sur moi, sur YouTube, 2 de mes sons sur YouTube, ils peuvent être perdus, tu vois. Parce que s'ils écoutent un Lettre au président et que derrière, ils écoutent un Sale Chienne ou un Tant pis, par exemple, ils vont se dire, mais attends, c'est la même personne là qui chante, tu vois. Schizophrène ou... Ouais, c'est un peu cet aspect paradoxal, tu vois. Ouais. Et donc, je pense qu'il faut que moi, j'arrive aussi à me dire, c'est bien de faire des tests, d'essayer plein de choses, mais c'est bien aussi de savoir se recentrer et puis se focaliser sur l'essentiel. Et des titres comme Exil ou Métro Boulot Dodo, pourquoi est-ce que tu ne les as pas mis sur le projet? Ça, cette question, elle revient. Alors, à la base, ils étaient vraiment faits pour le projet. Ouais. J'avais prévu de les mettre dans le projet. Un Métro Boulot Dodo, en plus, tu vois, moi, c'est un de mes titres préférés. C'est Sirius à la prod, d'ailleurs. Je l'avais jamais dit jusqu'à maintenant, donc big up Sirius. Et en gros, Exil, pareil, je voulais le mettre dans l'EP. Et puis, finalement, on s'est rendu compte qu'on avait beaucoup de titres. Que ceux-là allaient peut-être un peu détonner avec ceux qu'on voulait vraiment impérativement mettre dans l'EP. Et étant donné qu'ils étaient sortis, je me suis dit, est-ce qu'on prendrait pas le choix justement de mettre en avant des titres qui n'ont jamais été écoutés et qui sont inédits et laisser ceux-là du coup sur YouTube? Ou est-ce qu'on les met et du coup ça va porter préjudice aux titres que je pourrais pas faire écouter avant je sais pas combien de temps et qui vont peut-être mal vieillir, tu vois ce que je veux dire? Donc on a vraiment pris la décision, tu vois, c'est une décision commune qui se prend de faire une tracklist, tu vois. Moi j'avais une tracklist, après t'as Tefa qui doit donner son avis, mon management, Capitol, tu vois, et pour trouver le bon compromis, on s'est dit ok, il y a des titres qu'on va pas mettre comme Métro Boulot Dodo parce qu'on les a déjà sortis et je les affectionne beaucoup, mais je voulais laisser de la place aux autres titres. Parce qu'il manque pas peut-être cette touche un peu plus entraînante dans ton projet, tu penses? Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, tu vois, un Exil, je pense qu'il aurait vraiment détonné. Et puis... Est-ce que c'est pas... Enfin, après, c'est un parti pris. Soit tu dis, je veux que ça détonne, soit tu dis, il faut que ça reste un peu... à la base, je voulais que ça détonne. Et puis finalement, quand on a réécouté le projet, je me suis dit, bon, il est sorti. En plus, c'est pas un titre qui a pris vraiment, tu vois, quand il est sorti. Je voulais pas arriver non plus avec la prétention d'arriver avec 36 feats sur le premier projet, tu vois. On s'est dit, vas-y, pour l'EP, on va garder un feat. Et voilà, moi, le titre Exil, je l'adore. Et donc, vous pouvez aller le checker sur les réseaux, hein, mais malheureusement, ouais, il sera pas dans l'EP. Mais voilà, je pense qu'il y aura des titres entraînants sur les prochains projets. Et maintenant que tu es dans le milieu musical, si tu devais définir la chose qui t'a le plus déçu quand tu es rentré dedans? Ce qui m'a le plus déçu? Sans langue de bois. Ah ouais. Je dirais que c'est l'opportunisme et parfois le manque... le manque de... Je vais retrouver mon mot. Hein. Sincérité, franchement. Ouais, le manque de sincérité. Mais tant artistique que humainement, que tu vois. Tu te rends compte de plein de choses quand même quand tu arrives dans le business. Tout pour les intérêts. Tu te rends compte que ouais, tout n'est pas si doré que ça. Ouais. T'as eu des anecdotes un peu... Je dirais pas que j'ai des anecdotes, tu vois, mais en fait, c'est tellement... Tu sais, quand à la base, ça part d'un rêve, tu sais, de quelque chose d'utopique un peu, forcément, tu t'attends à ce que tout soit magnifique, quoi. Tu fais du son, t'es là, c'est cool. Mais en fait, non. Tu dois réfléchir, tu dois... avoir une stratégie, tu dois te remettre en question, tu dois décider de quelle manière tu vas écrire. Alors, en plus, moi, je suis pudique, tu vois, donc
Tu vois, on en parlait tout à l'heure en off, dans l'EP, ça se ressent, tu vois. J'essaye de me dévoiler, mais finalement, on rentre pas dans le fond, tu vois. On est plutôt en surface, tu vois. Ah, pardon, Chico, bien sûr. Mais c'est compliqué parce que, à la base, tu te dis, je fais de la musique, et puis finalement, tu te retrouves exposé. Tu te retrouves à devoir assumer bien plus de responsabilités que le simple fait de se poser, écouter du son, écrire et kiffer. C'est pas ça en fait. En fait, il y a la musique c'est un vrai travail. Le business de la musique, exactement. c'est pas la même chose. Ouais. Et mais moi j'adore ça parce que je me rends compte qu'on peut rallier les deux, que bien sûr parfois ça peut froisser un peu la spontanéité de la passion, tu vois, mais je trouve ça hyper intéressant de réussir à se chercher et à se trouver entre justement le paradoxe de la passion et du business. En fait, toi, il n'y a que des situations, tu recherches que des situations d'équipe dans ta carrière. Le rap, le chant, la vibe, le côté saccadé. Que du yin et du yang. T'es en mode, que du noir et blanc, que du... Ouais, il n'y a pas de gris chez moi, à part sur ma veste. Et la rencontre la plus enrichissante que tu aies faite dans la musique? C'est une question pas simple aussi, parce que j'avoue que je prends toutes les rencontres que je fais... Enfin, pour moi, toutes les rencontres que j'ai faites jusqu'à maintenant, elles ont été enrichissantes, tu vois. J'apprends, tu sais, je suis hyper dans l'observation, mais là, tout de suite, je dirais Cléo. C'est l'artiste qui m'a le plus apporté, franchement, jusqu'à maintenant, c'est Cléo. C'est une chanteuse belge et une amie aussi, donc je pense que elle, parce que c'est une artiste avec qui j'ai écrit quelques textes, comme Aller sans retour et Si j'étais un homme, où tu vois, vraiment le fait qu'on soit amis et qu'on échange sur des sujets, moi, ça me permet d'avoir du recul sur ma manière d'aborder les choses, tu vois. Parce que tu sais, quand tu es tous les jours devant une feuille blanche et que tu pousses un peu l'inspiration, parfois tu peux tourner en rond sur le champ lexical, ou tu peux tourner en rond juste dans ta manière de cogiter, tu vois. Et du coup, rien que l'échange, tu vois, moi, ça m'apporte beaucoup. Ça dynamise le tout. Ça dynamise de ouf et ça me fait voir plus loin, du coup. Et d'autres points de vue. Et avec Cléo, c'est le fait que ça soit mon amie, ça donne vraiment ce côté où ça m'apporte. À chaque fois que je suis avec elle dans une pièce et qu'on fait du son, musicalement, lyricalement, ça m'apporte. Est-ce que tu te vois un peu plus te livrer sur toi, sur ton passé, sur tes origines, etc., dans les projets prochains ou Ouais, j'espère. Franchement, c'est difficile parce que tu sais, tout ça, c'est très introspectif. Et c'est vrai que, tu sais, quand tu arrives à un stade où tu dois parler de toi... Parce qu'à la base, moi, j'écrivais du rap, je le faisais pour moi, tu vois. À partir du moment où tu passes le cap d'être exposé, tu parles de toi, mais tout le monde t'écoute. Après, il faut l'expliquer en interview, il faut développer, tu vois. Et c'est vrai qu'il y a des sujets qui sont encore pour moi difficiles à aborder. Comme je te disais tout à l'heure, j'ai un aspect très pudique qui fait que... C'est plus facile de rester dans le constat ou dans l'analyse, plus que de parler du fait en tant que tel. Et je pense qu'il y a encore un petit bout de chemin à faire avant que j'arrive à vraiment vous dévoiler ce qui se passe sous ma carapace. Ah bah, la question mais j'espère réussir. La question suivante, ça risque d'être compliqué. Alors, tu as sorti le single Si j'étais un homme. Ouais. Et si tu devais définir l'homme idéal selon toi, ça serait quoi? Ça serait quel profil? Quel profil? Ça, c'est compliqué cette question aussi. Dit, hein. Vas-y, mais c'est bien, moi j'adore Rap Elite. Gros big up à vous pour vos questions recherchées. L'homme idéal n'existe pas. Donc ce serait pour moi compliqué de l'imaginer vu que je ne l'ai jamais rencontré. Elle est bien l'esquive, elle est bien. Ouais, non mais c'est vrai en même temps. Non mais c'est vrai. Mais qu'est-ce que tu souhaiterais en tout cas? Dure la relance. Franchement, ouais, l'écoute. L'écoute et le... Ouais, l'écoute. En fait, je m'en tiendrai à l'écoute. En fait, c'est plus facile de savoir ce que tu n'aimes pas et tu le listes, hein, derrière les idées reçues, les clichés, etc. Ah, mais ça, je le dis dans mes sons. Ouais, c'est assez facile. Mais dire ce que tu veux, c'est autre chose. Bah, bien sûr, on sait tout. Tu sais, on sait toujours. On veut toujours ce qu'ont les autres, mais on sait jamais vraiment ce qu'on veut. Et puis, on sait dire ce qui va pas, mais c'est plus difficile de dire ce qui va bien. D'ailleurs, c'est pour ça que dans l'EP, il y a peu de. Tu vois, il y a beaucoup la notion d'espoir, mais il y a peu de constats de faits hyper joyeux, quoi. Ouais. Mais non, je sais ce que je veux pas, ça c'est sûr. Ce que j'aimerais, je sais pas. Franchement, je sais pas. L'homme parfait, je sais pas, franchement, je sais pas. Je te dis, moi, je suis même pas à réfléchir là-dessus, j'avoue, je pense, ouais.
Tu l'écoutes. Ouais, on s'en tiendra à cette réponse. D'accord, on va parler du featuring de ce projet, c'est Sofiane. Ouais. Commencé au Millionnaire. Est-ce que tu pourrais nous dire la chose la plus frappante qui t'a frappé chez Sofiane? Qu'est-ce qui t'a frappé chez Sofiane? Sa détermination, sa rage. Il a un aura, il est en mode... tu sais que le gars, il veut... Tu sais, quand il veut quelque chose, il l'a. Il l'a. Il se donne les moyens d'y arriver. Il se donne les moyens de trouver... Tu vois, on va lui fermer une porte, et ben même s'il n'y a pas une porte à côté à ouvrir, ben lui, il va creuser pour, tu vois, ouvrir sa propre porte. Et moi, cette détermination-là, c'est quelque chose qui m'inspire énormément. Il te conseille beaucoup, en fait? Ouais, et puis même, tu vois, il aura aucun problème à me dire ah ouais, non, mais là, c'est de la merde. Ou tu vois, il a aucun problème à être franc du collier avec moi. Et moi, c'est ce que j'apprécie parce que du coup, tu vois, c'est bien qu'on te dise que c'est cool ce que tu fais ou que là, c'était moins bien. Mais c'est encore mieux quand tu as des explications. C'est encore mieux quand on te dit par A plus B que là, tu vas faire une erreur si tu formules la chose de cette manière, ou là, c'est peut-être plus important justement de rester sur cette phrase parce qu'elle sera plus percutante. Il me conseille sur plein de choses et voilà, il n'a aucun problème à me rentrer dedans, justement, ouais, pour que je puisse moi aussi apprendre du métier et voir que c'est bien de réfléchir, mais c'est bien aussi d'être dans l'action. C'est-à-dire qu'il a un peu un rôle il est dans l'action. De mentor ou de grand frère, c'est ça? Ouais, carrément grand frère. C'est une grande inspiration, tu vois. Quand je te disais tout à l'heure, j'ai tendance à intellectualiser les choses. Et quand tu vois un mec comme ça te donne envie d'agir sans réfléchir. Ah, lui, c'est prise de risque. Droit, c'est direct. Exactement, voilà. C'est ça. Ouais. On va parler des femmes. Ensuite, tu reviens souvent dans tes textes. Ouais. C'est vrai que tu as fait un morceau qui s'appelle Si j'étais un homme. Tu as fait aussi le morceau Sale chienne. Ouais. Et quelle serait l'insulte que tu ne supportes plus d'entendre dans ta vie ou dans le milieu de la musique envers les femmes? Franchement, je dirais que l'insulte que j'en peux plus d'entendre, c'est réduire la femme aux valeurs aux valeurs qu'on a attribuées au genre, tu vois. Juste le fait qu'on dise, par exemple, moi, ce que j'en peux plus d'entendre, c'est laisse aux mecs ce qui leur appartient. Mais qu'est-ce qui appartient aux mecs? Qu'est-ce qui appartient aux meufs? Tu vois ce que je veux dire? Ce concept des valeurs attribuées au genre. Sous prétexte que t'es une meuf un peu virile, bim, c'est bon, t'es un bonhomme. Sous prétexte que t'es une meuf un peu sexy, bim, t'es une pute. Tu vois ce que je veux dire? Le fait qu'on exagère chaque trait des valeurs attribuées au genre, j'en peux hup, c'est ça. Et actuellement, avec tous les scandales sexuels qui éclaboussent un peu les personnalités publiques, etc. Ah, ça éclabousse, ouais. Vraiment, même des personnalités publiques dont on n'aurait pas forcément suspecté, enfin des gens qui, dans leur domaine, sont respectés, emploient des gens, etc., etc. Est-ce que tu penses que la société, d'un point de vue général, a peut-être négligé ou mis de côté ce sujet de la condition des femmes? Parce qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui tombent des nues, même sur le fait du harcèlement sexuel, etc. Ça étonne beaucoup de gens, c'est quoi? C'est la société qui voulait pas regarder ça? Ouais, je pense que je pense que là, on est quand même à une période où on en parle plus, tu vois. Finalement, on est à une époque où maintenant, c'est peut-être moins difficile de s'exprimer sur des sujets sensibles qu'à d'autres périodes, tu vois. Mais moi, je comprends pas ceux qui tombent des nues, en fait, parce que c'est des choses qui existent depuis des années, des millénaires. Tu vois, la condition des femmes, ça fait des années que des gens sont dans le combat, que des femmes, en l'occurrence, sont dans le combat, des hommes aussi, tu vois. Et c'est sur le tard. Alors, comme je disais, moi, tu vois, je représente... Enfin, l'oppression que les femmes subissent, pour moi, c'est la même oppression que les minorités vont subir face au harcèlement policier ou que, tu vois, enfin, c'est pour toutes les minorités, enfin, les personnes considérées comme minorités en général, tu vois, que ce soit d'un point de vue racial, d'un point de vue genré. Juste, voilà, là maintenant, c'est le tour des femmes en ce moment. On a décidé de plus parler de cette condition. Ce serait bien que maintenant, qu'on arrête d'en parler et puis que ça change, tu vois. Mais tu penses pas qu'une certaine façon, l'art, et pas forcément urbain, l'art d'un point de vue général ou parfois même les publicités aussi, participe à renforcer ce genre d'idées reçues, c'est-à-dire au niveau de la condition de la femme, la mère dans certaines positions, etc. Carrément, mais si, carrément. On est dans une société où l'image
que la femme retranscrit... Enfin, l'image de la femme qui est retranscrite n'est pas la femme. Tu vois ce que je veux dire? Vraiment, ce concept de la femme d'1m70, de 40 kilos, qui a v'là les ins, v'là le boule, surfraîche, toujours bien sapée, toujours bien manucurée, un peu michto sur les bords, mais pas trop. Enfin, tu vois ce que je veux dire? On est dans une société où voilà, la femme, elle est jamais mise en avant comme on l'est au quotidien, en fait, tu vois. Et moi, ça, je pense que c'est quelque chose que je vais essayer d'amener aussi par la suite, tu vois, c'est de montrer qu'en fait, non, une femme, elle peut être virile, une femme, elle peut être sensible, une femme, elle peut avoir des formes, elle peut tu vois, avoir des contraintes, des complexes, pardon. Et cette société nous fait complexer. En tout cas, moi, je parle pour moi, cette société, elle me fait complexer de fou. Et c'est pour ça que je pense que c'est important qu'on arrête d'être dans le complexe et qu'on puisse vivre notre vie comme les hommes. Et quand je dis ça, je parle aussi pour toutes les minorités, tu vois, en général. C'est vrai que tu en parles beaucoup dans tes textes. Et comment est-ce que tu fais pour justement ne pas t'enfermer dans ce côté féministe que tu as et que tu défends, je pense, naturellement, sachant que tu es une artiste et que tu as encore plein d'autres choses à dire. Ouais, carrément. En fait, ne pas être réduite seulement à une artiste féministe, même si tu as un côté de ta personnalité qui fait partie de ça. Je pense que mon côté féministe, c'est le côté humaniste, en fait. C'est juste qu'il est ressorti forcément instinctivement et spontanément et naturellement, comme tu le disais, parce que je suis une femme, parce que l'exposition m'a amenée à être face à des commentaires qui m'ont rappelé qu'en fait, on nous rappelle toujours qu'on est une femme, alors qu'on ne devrait pas nous le rappeler, tu vois. Et je pense que maintenant, il est temps que par la suite, je mette le point justement sur tous les sujets qui me touchent, tu vois. Là, c'était spontané parce que j'arrive dans une meuf dans le game, donc à la base, moi, c'était quelque chose que j'avais pas pensé, auquel je n'avais pas réfléchi, et on m'a mis devant le fait, tu vois. On m'a dit, alors ça fait quoi d'être une meuf dans le game? Alors t'es féministe et ça fait quoi de... Et d'un coup, j'ai pris conscience en fait de ce que j'écrivais, j'ai pris conscience de tout ça, les retours, tu vois, de l'exposition et tout. Et c'est là où je me suis dit, je vais recentrer aussi mon discours, tu vois. Là, pour le moment, j'ai parlé beaucoup des femmes et tout parce que c'est naturel. Mais pour moi, ça va être naturel aussi de parler de la pauvreté, ça va être naturel pour moi de parler du racisme, ça va être naturel pour moi de l'autre en général. Et puis de l'autre qui vit l'oppression, tu vois, des injustices tout simplement. Et on est plusieurs à vivre les injustices. Qu'on soit noir, qu'on soit arabe, qu'on soit une femme, voilée, pas voilée, qu'on soit gay, en Tchétchénie, tu vois ce que je veux dire? Il y a tant d'injustices sur cette planète qu'il y a beaucoup de sujets auxquels parler. Forcément, moi, j'avais choisi le côté féminin de la chose. Pourquoi? Parce que je suis une femme et que je parlais de l'injustice que moi, je vivais au moment où t'es exactement, tu vois, les textes, je les écris en fonction de mon humeur du jour, de ce qui m'est arrivé, tu vois. Et voilà, donc c'était naturel, ouais. Il y a une phrase d'ailleurs dans le morceau Tant pis, tu dis « Je ne crains pas les hommes, mais méfie de ceux qui me veulent du bien. J'ai connu l'eau qui dort à 2 pas de mon oeil dans mon chagrin. » Est-ce que tu peux nous expliquer cette phrase? Sans forcément rentrer dans les détails. Ouais, tout simplement... Parce que c'est une phrase forte quand même. Ouais, mais je pense qu'elle est assez représentative des relations hommes-femmes en général, tu vois. En mettant l'amitié de côté. Parce que moi, je crois en l'amitié homme-femme et je suis essentiellement entourée de mecs. Enfin, tu vois, mes potes proches, il y a énormément de mecs. Et d'ailleurs, big up à tous mes frères. Mais quand t'enlèves ce contexte d'amitié, où moi, je sais qu'il n'y a aucune ambiguïté entre mes potes et moi, tu vois, et que tu passes du côté soit professionnel, soit, tu sais, même dans une soirée, juste tu fais une rencontre avec un mec et une meuf, tu sais très bien qu'à partir du moment où le mec, il est là, il veut t'offrir un verre, un resto, tu vois. Ceux qui viennent avec des bonnes intentions, ils peuvent venir avec des très bonnes intentions. Et vraiment que ce soit profondément sincère. Et j'en doute pas une seule seconde, tu vois. Même si à la fin, l'objectif, c'est, tu vois, de te séduire, voilà. Il peut y avoir une arrière-pensée. Mais l'arrière-pensée, elle n'est pas toujours saine. Tu vois ce que je veux dire? Et moi, en fait, je me méfie de ceux qui me veulent du bien dans le sens où je suis déjà tombée sur des mecs qui étaient prêts à m'apporter beaucoup, qui étaient prêts à
à donner de leur personne et tout, mais si c'était pour derrière me la mettre à l'envers, tu vois ce que je veux dire En fait, ça engage à quelque chose selon ouais, eux, voilà, c'est ça. Voilà, c'est ça. Et puis, des fois, moi, j'ai la naïveté de penser qu'un mec, il va... Tu vois, vu que j'ai des potes, justement, avec qui il n'y a pas d'ambiguïté, ben, je vais avoir la naïveté de me dire, ah bah lui, non, c'est vraiment bienveillant de sa part, là, le fait qu'il va m'aider à ce niveau-là, tu vois, par exemple. Et finalement, tu te rends compte que derrière, c'est pas souvent le cas, tu vois. Il y a peu de gens bienveillants, mais c'est le cas pour des femmes aussi. Hein. Là, je disais les hommes parce que, par voilà, rapport à ton point de vue, par rapport à mon histoire vis, aussi, tu vois ce que je veux dire. Ça n'engage que mon histoire. Mais c'est difficile de tomber sur des gens bienveillants en général. Et c'est pour ça que je dis, je me méfie de Lucky Door. Parce que les personnes qui arrivent avec toi devant un grand sourire et qui disent « Ouais, c'est lourd ce que tu fais, on va t'aider à bien peaufiner tout ça », puis qui derrière n'assument pas. Et tu dirais que t'es quelqu'un de méfiant? Ouais, je suis très méfiante. Ouais, très méfiante. Tu l'es devenue ou tu l'as toujours été? Ouais, je le suis devenue. La vie m'a fait devenir méfiante. Ouais. Bah, la musique, mais même l'histoire en général. Hein, tu sais, rien que t'es une meuf dans la rue, t'es méfiante. Tu vois ce que je veux dire? S'il est 11h du soir, c'est mort. Là, t'es énervé. Ouais. Si tu vois un groupe de mecs, je sais pas, français, peut-être changer de trottoir, etc. Ouais, c'est sûr que tu... Plein de réflexes comme ça, tu vas pas en profiter. Ah, mais ça dépend des regards et tout, hein, tu vois. Ça m'est déjà arrivé d'être à 23h, de tomber sur un groupe de mecs et d'aller leur demander du feu. Parce que tu sais qu'ils font leur vie, ils en ont rien à foutre de toi. Par contre, à l'inverse, t'es méfiante quand c'est 5 mecs qui te regardent et qui disent « Hé, tu rentres comment là ce soir? Tu vas où comme ça? T'es bien habillé, dis donc !» T'arrives à définir la frontière entre l'harcèlement sexuel et la drague lourde? Ouais. Attends, la drague ou la drague lourde? Parce que moi, la drague lourde, harcèlement sexuel. Pour moi, la drague lourde, elle peut vite pencher vers le harcèlement. C'est pour ça que la frontière, comment est-ce que tu l'as définie, toi? Si tu Non, je pense qu'il y a tout simplement, il y a le harcèlement où tu choisis pas en fait. Tu vois, où on t'impose quelque chose, on t'impose un échange ou même, tu vois, il y a des gars, des fois, t'es dans la rue, ils te font bien, ça va, ils te mettent la main sur l'épaule. Mes potos, je suis pas, tu vois ce que je veux dire, on se connaît pas. Objet, en fait. Ouais, voilà, tu vois. Donc ça, pour moi, c'est du harcèlement, tu vois. Après, il y a la drague. Et la drague, c'est pas du harcèlement, tu vois. Mais c'est sûr que maintenant, on est dans une époque où la limite est compliquée entre les deux. Parce que maintenant, même vous, les mecs, vous savez plus forcément où vous positionner, tu vois. Parce que tu dis, ouais, maintenant, quand il y a une meuf qui me plaît, comment je vais pouvoir aller la draguer sans qu'elle pense que je suis lourd et tout. Et je pense que même pour vous, c'est pas simple. Hein. Et c'est simple pour personne, c'est les relations humaines en général. Je pense que là, entre la drague et le harcèlement, tout est une question d'approche, de manière de faire, de mots employés et de regard. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'as un regard comme ça qui dit « Tu sais que t'as un bon boule quand même, t'aurais pas un 0,6 ». Tu sens que le gars, veut pas te marier, quoi, tu vois. Mais alors que quand t'es en mode, quand t'as un mec qui vient vers toi et qui te dit « Ah, ça va, tranquille, ouais, franchement, ouais ». Et dis-moi, en fait, je suis désolée, je ne veux pas t'importuner, mais franchement, je t'ai vu passer, t'es vraiment charmante. Et voilà, je sais que c'est pas courant, mais il n'y aurait pas moyen de se revoir. Tu sais, il y a une manière de faire les choses. Bah, moi, c'est la manière, la forme qui diffère entre en fait, la limite entre le harcèlement et la drague, c'est la forme. Faut pas forcément qu'il y ait de connotations sexuelles et que ça porte atteinte à la dignité d'autrui, en fait, c'est ça? Parce qu'il y a certaines choses qu'on peut pas te dire, en fait, comme tu dis, t'as un bon boule, etc. Bah, en fait, le mec, il te connaît pas, donc il a pas forcément de raison. Non, mais puis même, comment t'espères pécho en disant t'as un bon boule? Mais grave, je sais, viens, prends-moi. Non, c'est pas comme ça que ça se passe, en fait, tu vois ce que je veux dire? Mais ouais, je sais pas, c'est compliqué quand même. Hein. Ouais, c'est lourd, quoi. Ouais, ça peut vite devenir lourd, quoi. Ça peut devenir lourd, mais après, voilà, faut pas tomber non plus dans le pathos, hein, comme on disait, tu vois. Voilà, hein, je pense que chacun est maître de ses mots et de sa manière d'aborder les gens. Alors, tu sais, il y en a, ils le font exprès, ils savent très bien qu'à la fin de la journée, ils auront essayé de brancher 600 meufs, parce qu'il y aura 600 meufs qui seront passés devant eux, mais ils repartiront sans aucun numéro, tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris que la forme n'était pas la bonne, tu vois. Et je pense que tout est une question d'éducation, tout est une question d'écoute aussi par rapport à l'autre, comme tu disais, prendre en compte l'autre. Voilà. Je pense qu'on a du chemin à faire, mais il y a beaucoup d'hommes qui savent bien s'y prendre et force à vous, les gars. J'espère qu'on ne vous prend pas pour des harceleurs, les gentils dragueurs. Ok. Et t'as un dernier mot à ajouter, Chila? Franchement, gros big up, Rap Elite, ça fait plaisir. Allez choper Karma le 10 novembre.
en digital, sur les plateformes. On est là, c'était chill. J'aurais beau rapper la peine, résister à la haine, je ne serai jamais la reine. J'aurais beau tarter des milliers